L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, un camionneur a donné un coup de main à une frayère. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le remercie de cette façon. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Dans les faubourgs de Lyon, une petite maison délabrée abritait un secret sombre. C'était là que Jean Belrose avait grandi, dans un foyer où l'amour et la tendresse étaient aussi rares que les sourires sur le visage de sa mère, Élise. Le jeune Jean, âgé de 12 ans, était assis sur son lit étroit, ses genoux remontés contre sa poitrine. Il écoutait, le cœur battant, les pas lourds de son père qui montait l'escalier grinçant. La porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer Marcel Belrose, un homme imposant aux yeux injectés de sang. « Où est-il, ce bon à rien ?» gronda Marcel, sa voix rauque résonnant dans la petite chambre. Jean tressaillit, ses yeux bleus s'écarquillant de peur. « Je suis là, papa » murmura-t-il. Marcel s'approcha, son haleine chargée d'alcool précédant ses mouvements. « Tu croyais pouvoir te cacher, hein? Après avoir cassé ma bouteille préférée? C'était un accident, papa, je te jure, plaida Jean, les larmes aux yeux. Mais ses supplications tombèrent dans l'oreille d'un sourd. La main calleuse de Marcel s'abattit sur le visage de Jean avec une force brutale, le projetant contre le mur. « Marcel, arrête !» cria Élise depuis le pas de la porte, son visage pâle marqué par des années de peur et de chagrin. Marcel se retourna, ses yeux lançant des éclairs. « Toi, la ferme. Si tu avais élevé ce gamin correctement, on n'en serait pas là. » Jean, recroquevillé dans un coin, regarda sa mère avec des yeux suppliants. « Maman, aide-moi, s'il te plaît, » murmura-t-il. Élise hésita, son regard passant de son fils meurtri à son mari menaçant. Finalement, elle baissa les yeux et recula. « Je suis désolé, Jean, » chuchota-t-elle avant de disparaître dans le couloir. Le cœur de Jean se brisa en 1000 morceaux. Il comprit à cet instant qu'il était seul, vraiment seul. Les années passèrent, mais la violence de Marcel ne fit qu'empirer. Jean apprit à se faire petit, à éviter les colères de son père, mais rien ne semblait suffisant. Chaque jour était une lutte pour survivre dans cette maison qui ressemblait plus à une prison qu'à un foyer. À l'âge de 16 ans, Jean ne pouvait plus supporter cette vie. Une nuit d'orage, alors que les éclairs illuminaient sa petite chambre, il prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Il rassembla quelques affaires dans un vieux sac à dos, prit les quelques euros qu'il avait économisés en faisant des petits boulots, et se glissa hors de la maison alors que l'aube pointait à peine. Alors qu'il marchait le long de la route nationale, son pouce levé pour faire du stop, Jean jeta un dernier regard à la ville qu'il avait vue grandir. Une larme solitaire coula sur sa joue alors qu'il murmurait « Adieu, Lyon. Adieu, maman. J'espère qu'un jour, tu trouveras la force de partir aussi. » Le destin de Jean allait prendre un tournant inattendu lorsqu'un vieux camion s'arrêta à sa hauteur. Le chauffeur, un homme aux cheveux grisonnants et au visage bienveillant, baissa sa vitre. « Où vas-tu comme ça, mon garçon ?» demanda-t-il d'une voix chaleureuse. Jean hésita un instant avant de répondre, « Loin d'ici. » Aussi loin que possible. Le vieux camionneur l'observa un moment, semblant lire dans ses yeux toute la douleur et la détermination qu'il portait en lui. Puis, avec un sourire compréhensif, il ouvrit la porte passager. « Allez, monte. La route est longue, et j'ai l'impression que ton histoire l'est tout autant. » Jean grimpa dans le camion, ignorant que ce simple geste allait marquer le début d'une nouvelle vie, loin de la violence et de la peur qui avaient marqué son enfance. Alors que le camion s'éloignait de Lyon, Jean sentit un mélange d'appréhension et d'espoir grandir en lui. L'avenir était incertain, mais pour la première fois de sa vie, il avait le sentiment qu'il pourrait être le vieux camion roulait sur l'autoroute A7, laissant derrière lui les lumières de Lyon qui s'estompaient dans la nuit. Jean, assis sur le siège passager, gardait les yeux rivés sur la route, n'osant pas regarder le chauffeur qu'il avait pris en stop. « Je m'appelle Gérard Dumont » dit le vieil homme, brisant le silence. « Et toi, mon garçon ?» Jean hésita un moment avant de répondre. « Jean Belrose » murmura-t-il. Gérard jeta un coup d'œil au jeune homme, notant ses ecchymoses et son expression hantée. « Tu as l'air d'avoir vécu des moments difficiles, Jean, dit-il doucement. » Les yeux de Jean se remplirent de larmes. Il voulait parler, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. « Gérard,
sentant la détresse du garçon, décida de ne pas insister. Tu sais, commença-t-il, j'ai un petit appartement à Marseille. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a une chambre d'amis. Si tu n'as nulle part où aller. Jean tourna brusquement la tête, surpris par cette offre inattendue. Pourquoi, demanda-t-il, méfiant. Pourquoi voulez-vous m'aider? Gérard soupira, ses yeux se perdant dans le lointain. Il y a bien des années, j'étais comme toi. Jeune, perdu, fuyant un passé douloureux. Quelqu'un m'a tendu la main à l'époque. Aujourd'hui, c'est à mon tour de faire de même. Le reste du voyage se déroula dans un silence confortable, ponctué de conversations légères sur la musique que diffusait la radio ou les paysages qu'ils traversaient. À l'aube, ils arrivèrent à Marseille, la mer Méditerranée s'étendant à perte de vue. L'appartement de Gérard était modeste mais chaleureux. Des photos ornaient les murs, montrant un homme plus jeune aux côtés d'une femme souriante et d'un petit garçon. C'était ma femme, Claudette, et mon fils, Luc, expliqua Gérard en voyant Jean observer les photos. Ils nous ont quittés il y a 10 ans dans un accident de voiture. Jean sentit son cœur se serrer. Je suis désolé, murmura-t-il. Gérard lui sourit tristement. La vie continue, mon garçon. Et parfois, elle nous offre une seconde chance. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois. Petit à petit, Jean s'ouvrit à Gérard, lui racontant son passé, la violence de son père, le silence de sa mère. Gérard l'écoutait patiemment, offrant réconfort et conseils. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas, Gérard posa sa fourchette et regarda Jean intensément. « Jean, j'ai beaucoup réfléchi, commença-t-il. Je sais que tu n'as que 16 ans, et que légalement, tu devrais être sous la garde de quelqu'un. Que dirais-tu si je devenais ton tuteur légal ?» Jean en resta bouche bée. « Vous voulez vraiment ça ?» balbutia-t-il. Gérard sourit. « Plus que tout au monde. Tu es comme un fils pour moi, Jean. » Les yeux de Jean se remplirent de larmes, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de joie. « Oui, murmura-t-il. Oui, j'aimerais beaucoup ça. » Les années suivantes furent un tourbillon d'événements. Avec l'aide de Gérard, Jean retourna à l'école, rattrapant les années perdues. Il découvrit une passion pour la mécanique, passant des heures à travailler sur le vieux camion de Gérard. À 18 ans, Jean obtint son baccalauréat, une fierté immense illuminant son visage lorsqu'il montra son diplôme à Gérard. « C'est grâce à toi, dit-il, serrant son père adoptif dans ses bras. » Gérard, les larmes aux yeux, secoua la tête. « Non, mon fils. C'est grâce à ta force et ta détermination. » Quand Jean eut 21 ans, Gérard l'emmena faire un long voyage en camion à travers la France. C'est pendant ce voyage que Gérard commença à lui enseigner les ficelles du métier de camionneur. « Tu sais, dit Gérard un soir alors qu'ils étaient garés sur une aire de repos, regardant les étoiles, être camionneur, ce n'est pas seulement conduire. C'est une façon de vivre. C'est la liberté de la route, mais aussi la responsabilité de livrer à temps. C'est la solitude des longues nuits, mais aussi la camaraderie des autres routiers. » Jean écoutait attentivement, buvant chaque parole. « Tu penses que je pourrais devenir camionneur comme toi ?» demanda-t-il. Gérard lui ébouriffa les cheveux affectueusement. « Mon garçon, tu peux devenir tout ce que tu veux. Mais si c'est ça que tu choisis, je serai plus que fier de t'apprendre tout ce que je sais. » Les années passèrent, et Jean devint un excellent camionneur, respecté par ses pairs et apprécié par ses clients. Mais plus important encore, il était devenu un homme bon, compatissant, toujours prêt à aider ceux dans le besoin. Le jour de ses 28 ans, alors qu'il célébrait autour d'un gâteau fait maison, Gérard prit la main de Jean. « Mon fils, dit-il, sa voix empreinte d'émotion, je suis si fier de l'homme que tu es devenu. Tu as surmonté tant d'épreuves, et regarde-toi maintenant. Je pense qu'il est temps pour toi de voler de tes propres ailes. » Jean sentit son cœur se serrer. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il, inquiet. Gérard sourit. « Il est temps pour toi de trouver un travail plus stable. Tu as le potentiel pour faire de grandes choses, Jean. Ne te limite pas à cause de moi. » Jean voulut protester, mais il vit la détermination dans les yeux de Gérard. Il comprit que c'était la façon de son père adoptif de lui montrer son amour, en le poussant à réaliser son plein potentiel. « D'accord, acquiesça Jean. Mais promets-moi que tu resteras toujours une part importante de ma vie. » Gérard serra Jean dans ses bras. « Toujours, mon fils. Toujours. » Ainsi commença un nouveau chapitre dans la vie de Jean.
Avec une recommandation de Gérard, il obtint son premier emploi de chauffeur routier dans une grande entreprise de transport. Le cœur rempli de gratitude et d'espoir, Jean était prêt à affronter l'avenir, fort de l'amour et des enseignements de l'homme qui lui avait offert une sec. Le soleil se levait sur Marseille lorsque Jean Belrose, désormais âgé de 30 ans, gara son camion devant un petit pavillon de banlieue. Il était épuisé après un long trajet, mais un sourire illumina son visage quand il vit la porte d'entrée s'ouvrir. « Papa !» s'écria une petite voix, et une fillette aux boucles blondes se précipita dans ses bras. « Bonjour, ma petite Élodie, dit Jean en serrant sa fille contre lui. « Tu as été sage avec maman ?» Derrière Élodie, une jeune femme apparut sur le seuil, son ventre rond témoignant d'une grossesse avancée. C'était Céline, l'épouse de Jean. « Bienvenue à la maison, mon amour, dit-elle en l'embrassant tendrement. Jean posa une main sur le ventre de Céline. « Comment va notre petit miracle ?» demanda-t-il. Céline grimaça légèrement. « Ils bougent beaucoup aujourd'hui. Je crois qu'ils ont hâte de sortir. » Jean fronça les sourcils. Céline prit une profonde inspiration. « Jean, il faut que je te parle. Le docteur Moreau m'a appelé hier. Il a quelque chose à nous annoncer. » Le cœur de Jean se serra d'inquiétude. Ils entrèrent dans la maison et s'installèrent dans le salon, Élodie jouant tranquillement dans un coin. « Jean, » commença Céline, sa voix tremblante, « le docteur a fait une nouvelle échographie. Ce n'est pas un bébé que nous attendons, mais des quadruplés. » Jean resta bouche bée, incapable de parler pendant plusieurs secondes. « Quoi, quadruplés ?» bégaya-t-il finalement. Céline acquiesça, les larmes aux yeux. « 3 garçons et une fille. Le docteur dit que c'est une grossesse à haut risque. Je ne pourrai plus travailler, Jean. Il faut que je reste alité jusqu'à l'accouchement. » Jean prit les mains de sa femme dans les siennes. « On va s'en sortir, mon amour. Je te le promets. » Mais en réalité, Jean était terrifié. Comment allait-il gérer 4 nouveau-nés en plus d'Élodie? Comment allait-il joindre les 2 bouts avec un seul salaire? Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs et d'inquiétudes. Jean prit des heures supplémentaires, acceptant tous les trajets qu'on lui proposait. Il passait de longues heures sur la route, luttant contre la fatigue, déterminé à gagner assez d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille grandissante. Un soir, alors qu'il rentrait d'un long trajet, il trouva Céline en larmes sur le canapé. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, alarmé. Céline essuya ses larmes. « Je me sens tellement inutile, Jean. Tu travailles si dur, et moi je ne peux rien faire. » Jean s'assit à côté d'elle et la prit dans ses bras. « Tu fais le travail le plus important de tous, mon amour. Tu portes nos enfants, tu les protèges. C'est la chose la plus précieuse au monde. » Malgré ces paroles rassurantes, Jean sentait le poids de la responsabilité peser lourdement sur ses épaules. Il pensait souvent à son père biologique, à la façon dont il avait fui ses responsabilités dans l'alcool et la violence. Jean se jurait chaque jour de ne jamais devenir comme lui. Le jour de l'accouchement arriva plus tôt que prévu. Jean était en plein milieu d'un trajet quand il reçut l'appel de l'hôpital. Il fit demi-tour immédiatement, son cœur battant la chamade alors qu'il se précipitait vers Marseille. Il arriva juste à temps pour voir naître ses 4 enfants, Lucas, Théo, Mathis et Chloé. Ils étaient minuscules, placés immédiatement en couveuse, mais pour Jean, c'étaient les plus beaux bébés du monde. Cependant, la joie de la naissance fut vite tempérée par la réalité de leur situation. Les bébés devaient rester à l'hôpital pendant plusieurs semaines, et Céline avait besoin de beaucoup de repos pour récupérer. Jean se retrouva à jongler entre les visites à l'hôpital, les soins à Élodie, et son travail de plus en plus exigeant. Il dormait à peine, manguait sur le pouce, mais ne se plaignait jamais. Un soir, alors qu'il berçait Théo à l'hôpital, une infirmière s'approcha de lui. « Vous êtes un père remarquable, monsieur Belrose, dit-elle doucement. » Jean leva les yeux, surpris. « Je fais juste ce que je dois faire, répondit-il. L'infirmière secoua la tête. « Non, vous faites bien plus que ça. J'ai vu beaucoup de pères fuir leurs responsabilités face à une situation comme la vôtre. Mais vous êtes là, chaque jour, pour votre famille. » Les paroles de l'infirmière touchèrent Jean profondément. Il regarda son fils endormi dans ses bras et sentit une vague d'amour et de détermination le submerger. « Je serai toujours là pour eux, murmura-t-il. Quoi qu'il arrive. » Les mois qui suivirent furent difficiles.
Jean augmenta encore ses heures de travail, prenant des risques qu'il n'aurait jamais pris auparavant. Il savait que c'était dangereux, mais il ne voyait pas d'autre solution pour subvenir aux besoins de sa famille. Chaque fois qu'il rentrait à la maison, épuisé mais heureux de voir les visages souriants de ses enfants, Jean se rappelait pourquoi il faisait tout cela. Pour eux, il était prêt à tout. Mais au fond de lui, une petite voix l'avertissait qu'il ne pourrait pas continuer à ce rythme éternellement. Quelque chose devait changer, mais quoi? Jean n'en avait aucune idée. Pour l'instant, il ne pouvait que continuer, jour après jour, kilomètre après kilomètre. Pour l'amour de sa famille, la nuit était tombée sur l'autoroute A7, une pluie fine brouillant les phares des véhicules qui filaient dans l'obscurité. Jean Belrose, au volant de son poids lourd, luttait contre la fatigue qui pesait sur ses paupières. À côté de lui, son ami et collègue, Antoine Mercier, somnolait sur le siège passager. « Et, Antoine, dit Jean en lui donnant un coup de coude. Réveille-toi, j'ai besoin que tu me parles pour rester éveillé. » Antoine se redressa en bâillant. Désolé, vieux. Tu veux qu'on s'arrête pour échanger? Jean secoua la tête. Non, on n'a pas le temps. Il faut qu'on livre cette cargaison avant l'aube si on veut toucher la prime. Antoine fronça les sourcils. Jean, on roule depuis presque 20 heures. C'est dangereux, tu le sais. Je sais, répondit Jean, passant une main fatiguée sur son visage. Mais j'ai besoin de cet argent, Antoine. Les quadruplés ont besoin de nouveaux lits, Élodie doit voir un orthophoniste. Je n'ai pas le choix. Antoine soupira. Je comprends, mon pote. Mais ta famille a aussi besoin d'un père en vie. Jean ne répondit pas, les yeux rivés sur la route qui s'étirait devant lui. Il savait qu'Antoine avait raison, mais que pouvait-il faire? Depuis la naissance des quadruplés, les factures s'accumulaient plus vite que ses revenus. Il avait l'impression de courir après un train qui s'éloignait toujours plus vite. Les kilomètres défilaient, monotones, hypnotiques. Jean luttait pour garder les yeux ouverts, se concentrant sur la conversation d'Antoine qui lui racontait les dernières frasques de son chien. Soudain, sans prévenir, les yeux de Jean se fermèrent. Ce ne fut qu'une fraction de seconde, mais c'était une fraction de seconde de trop. Quand il rouvrit les yeux, tout se passa comme au ralenti. Les phares d'un autre poids lourd éblouirent Jean. Il y eut un crissement de pneus, le hurlement du klaxon, et puis... Le choc fut d'une violence inouïe. Le camion de Jean partit en tête à queue, dérapant sur la chaussée mouillée avant de percuter la glissière de sécurité. Le monde de Jean ne fut plus que métal tordu, verre brisé et douleur aveuglante. Quand il reprit conscience, Jean était coincé dans la cabine déformée. La pluie s'infiltrait par le pare-brise fracassé, se mêlant au sang qui coulait sur son visage. À côté de lui, Antoine ne bougeait pas. « Antoine » appela faiblement Jean. « Antoine, réponds-moi. » Mais seul le silence lui répondit. Les heures qui suivirent furent un cauchemar flou. Les sirènes des secours, les voix des pompiers qui s'efforçaient de les extraire de la carcasse du camion, le trajet en ambulance vers l'hôpital. Tout se mélangeait dans l'esprit embrumé de Jean. Ce n'est que le lendemain, allongé dans un lit d'hôpital, que Jean apprit toute l'étendue de la tragédie. Antoine n'avait pas survécu à l'accident. Jean, lui, s'en était sorti avec de multiples fractures et une commotion cérébrale. « Monsieur Belrose, dit gravement le médecin, vous avez eu beaucoup de chance. Mais votre rétablissement va prendre du temps. Vous ne pourrez pas reprendre le volant avant plusieurs mois. » Jean sentit son monde s'écrouler. Comment allait-il subvenir aux besoins de sa famille? Comment allait-il payer les factures de l'hôpital? Les jours qui suivirent furent les plus sombres de la vie de Jean. La culpabilité le rongeait. Il avait causé la mort de son ami. Il avait mis en danger la vie de nombreux autres conducteurs. Et pourquoi? Quelques euros de plus? Céline venait le voir tous les jours, essayant de le réconforter, mais Jean pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. Elle essayait de lui cacher la réalité de leur situation financière, mais il savait que leurs économies fondaient comme neige au soleil. Un matin, alors que Jean contemplait le plafond blanc de sa chambre d'hôpital, il reçut une visite inattendue. C'était Gérard, son père adoptif. « Mon fils, dit Gérard en s'asseyant au bord du lit, j'ai appris ce qui s'est passé. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» Jean détourna le regard, honteux. « Je ne voulais pas te décevoir, murmura-t-il. Gérard prit la main de Jean dans la sienne. « Jean, écoute-moi. Tu as fait une erreur, une terrible erreur.
Mais tu n'es pas ton père biologique. Tu es un homme bon qui essayait de faire ce qu'il fallait pour sa famille. Maintenant, il est temps de se relever et d'aller de l'avant. Les paroles de Gérard touchèrent Jean au plus profond de son être. Pour la première fois depuis l'accident, il laissa couler ses larmes, libérant toute la peur, la culpabilité et la douleur qu'il avait accumulées. « Comment vais-je m'en sortir, papa ?» demanda-t-il entre deux sanglots. Gérard serra la main de Jean. « Ensemble, mon fils. Nous allons nous en sortir ensemble. Ta famille et moi, nous serons là pour toi, comme tu as toujours été là pour nous. » Ce jour-là, dans cette chambre d'hôpital, Jean comprit que la route vers la guérison serait longue et difficile. Mais avec l'amour de sa famille et le soutien de Gérard, il trouverait la force de se reconstruire, de devenir un meilleur homme, un meilleur père. Et peut-être qu'un jour, il pourrait se pardonner et honorer la mémoire d'Antoine en vivant la vie que son ami n'aurait plus jamais la chance de vivre. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'accident tragique. Jean Belrose, encore marqué physiquement et émotionnellement, avait finalement été autorisé à reprendre le volant. Ce soir-là, il effectuait son premier trajet en solo depuis la tragédie, conduisant prudemment son camion sur la route nationale qui traversait la campagne provençale. La nuit était tombée, enveloppant le paysage d'un voile sombre. Jean roulait lentement, ses yeux scrutant attentivement la route. Chaque virage, chaque ombre le faisait tressaillir, ravivant les souvenirs douloureux de cette nuit fatidique. Soudain, les phares de son camion éclairèrent une silhouette au bord de la route. Jean plissa les yeux, surpris. C'était une femme, vêtue d'une robe noire et d'un voile blanc. Une religieuse. Jean ralentit, hésitant. Cette route était connue pour être dangereuse la nuit, et les histoires d'agression de routiers n'étaient pas rares. Mais quelque chose dans l'expression de la femme, un mélange de peur et de désespoir, le fit s'arrêter. Il baissa la vitre, le cœur battant. « Bonsoir, ma sœur, dit-il d'une voix qu'il espérait assurer. Vous avez besoin d'aide ? » La religieuse s'approcha, son visage à moitié caché par l'ombre. « Bonsoir, monsieur, répondit-elle d'une voix douce. Je suis désolé de vous déranger, mais j'ai besoin d'aller jusqu'au prochain village. Pourriez-vous m'y conduire ? Jean hésita. Une partie de lui voulait refuser, continuer sa route, éviter tout risque. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de la bonté de Gérard envers lui tant d'années auparavant, ne pouvait pas laisser cette femme seule sur cette route dangereuse. Montez, dit-il finalement, déverrouillant la porte passager. La religieuse grimpa dans le camion, s'installant silencieusement sur le siège. Jean redémarra, jetant des coups d'œil nerveux à sa passagère. « Je m'appelle Jean, dit-il, essayant de briser le silence inconfortable. Sœur Marie-Thérèse, répondit-elle simplement. Le silence retomba, uniquement perturbé par le ronronnement du moteur et le bruit des pneus sur l'asphalte. Jean ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Quelque chose dans cette situation lui semblait étrange. « Si je peux me permettre, ma sœur, dit-il après un moment, que faisiez-vous sur cette route à une heure pareille ?» Sœur Marie-Thérèse resta silencieuse un moment avant de répondre. « Je rendais visite à une âme en peine, dit-elle doucement. Parfois, le chemin de la rédemption nous mène dans des endroits inattendus. » Jean hocha la tête, ne sachant pas trop quoi répondre. Il se concentra sur la route, essayant d'ignorer la sensation de malaise qui grandissait en lui. Après plusieurs kilomètres, sœur Marie-Thérèse prit la parole. « Vous pouvez me déposer ici, dit-elle, pointant du doigt un bâtiment au loin. » Jean plissa les yeux. Le bâtiment semblait être le Shack. C'était un club de striptease bien connu des routiers de la région. Certainement pas un endroit où une religieuse aurait des affaires. « Êtes-vous sûre, ma sœur ?» demanda Jean, confus. « Cet endroit n'est pas, enfin, ce n'est pas vraiment. »« Je sais ce que c'est, » l'interrompit sœur Marie-Thérèse. « Mais c'est là que je dois aller. S'il vous plaît, faites-moi confiance. » À contre-séhur, Jean arrêta son camion devant l'établissement. Les néons criards clignotaient dans la nuit, formant un contraste saisissant avec la silhouette sombre de la religieuse. « Merci pour votre aide, Jean, dit sœur Marie-Thérèse en descendant du camion. Pourriez-vous m'attendre ici ? Je n'en ai que pour quelques minutes. » Jean acquiesça, de plus en plus perplexe. Il regarda la religieuse disparaître dans le club, se demandant dans quelle situation étrange il s'était encore fourré. Les minutes s'écoulèrent, semblant durer des heures. Jean commençait à s'inquiéter. Et si c'était un piège ? Et si des voleurs l'attendaient à l'intérieur ?
Il était sur le point de démarrer et de partir quand la porte du club s'ouvrit à nouveau. Sœur Marie-Thérèse en sortit, mais elle n'était pas seule. Elle soutenait une jeune femme qui semblait à peine consciente. Derrière elle, Jean aperçut plusieurs hommes à l'air menaçant qui les suivaient. Sans réfléchir, Jean sauta hors de son camion. Et, cria-t-il aux hommes. Laissez-les tranquilles. Les hommes se tournèrent vers lui, leur visage déformé par la colère. Mêle-toi de tes affaires, routier, grogna l'un d'eux. Cette fille nous appartient. Jean sentit la peur monter en lui, mais il ne recula pas. Il pensa à sa fille Élodie, assez quadruplée. Que ferait-il si c'était l'un d'eux dans cette situation? Cette femme ne vous appartient pas, dit-il fermement. Personne n'appartient à personne. Laissez-les partir. L'un des hommes fit un pas en avant, menaçant. Jean se prépara au pire, mais soudain, sœur Marie-Thérèse s'interposa. Arrêtez, dit-elle d'une voix qui semblait soudain beaucoup plus autoritaire. Cet homme n'a rien à voir avec ça. Votre problème est avec moi. À la surprise de Jean, les hommes reculèrent. Il y eut un échange rapide et tendu, puis sœur Marie-Thérèse sortit une enveloppe de sa robe et la tendit au chef du groupe. Les hommes comptèrent rapidement le contenu, puis disparurent dans la nuit sans un mot de plus. Jean resta là, abasourdi, tandis que sœur Marie-Thérèse aidait la jeune femme à monter dans le camion. Qu'est-ce qui vient de se passer? Demanda-t-il, confus. Sœur Marie-Thérèse le regarda, un sourire triste sur le visage. Parfois, Jean, faire le bien nécessite de marcher dans l'ombre. Cette jeune femme avait besoin d'aide, et je la lui ai apportée. Maintenant, pouvez-vous nous conduire à l'adresse que je vais vous donner? Jean hocha la tête, encore sous le choc. Alors qu'il reprenait le volant, il ne pouvait s'empêcher de se demander dans quelle histoire il s'était embarqué. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait fait le bon choix. Comme Gérard l'avait fait pour lui il y a si longtemps, il avait tendu la main à quelqu'un dans le besoin. La nuit était encore jeune, et Jean sentait que son voyage était loin d'être terminé. Le camion de Jean roulait dans la nuit, transportant ses passagères inhabituels, sœur Marie-Thérèse et la jeune femme à moitié consciente. Le silence régnait dans la cabine, ponctué seulement par les gémissements occasionnels de la jeune femme. Tournez à gauche ici, indiqua soudainement sœur Marie-Thérèse. Jean obéit, s'engageant sur un chemin de terre qui menait à une imposante propriété. Au bout de l'allée se dressait un manoir illuminé, ses fenêtres brillant comme des phares dans l'obscurité. « Où sommes-nous » demanda Jean, intrigué. « C'est le centre de réhabilitation Sainte-Marie » répondit la religieuse. « Un endroit où les âmes perdues peuvent retrouver leur chemin. » Jean arrêta le camion devant l'entrée principale. À sa grande surprise, un vieil homme les attendait déjà sur le perron. « C'est le père Gabriel » expliqua sœur Marie-Thérèse. « Il dirige le centre. »« Jean, pouvez-vous nous aider à porter cette jeune femme à l'intérieur » Sans hésiter, Jean sortit de la cabine et souleva délicatement la jeune femme dans ses bras. Elle était légère, presque fragile, et son cœur se serra en pensant à ce qu'elle avait dû endurer. Ils entrèrent dans le manoir, suivant le père Gabriel à travers des couloirs ornés de tableaux religieux. Finalement, ils arrivèrent dans une chambre confortable où Jean déposa doucement la jeune femme sur le lit. « Merci, mon fils, dit le père Gabriel. Vous avez fait preuve d'une grande compassion ce soir. » Jean hocha la tête, mal à l'aise face à ces éloges. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait, murmura-t-il. Sœur Marie-Thérèse le regarda avec un sourire énigmatique. « Non, Jean. Vous avez fait bien plus. Vous avez risqué votre sécurité pour aider des étrangers. C'est un acte de bonté rare de nos jours. » Elle sortit alors une petite carte de sa poche et la tendit à Jean. « Ceci est le numéro de mon avocat. Appelez-le dès que vous rentrerez chez vous. Il vous remettra les clés d'un nouveau camion, un cadeau pour vous remercier de votre aide ce soir. » Jean resta bouche bée, incapable de croire ce qu'il entendait. « Un nouveau camion ? Mais je ne peux pas accepter ça. » Sœur Marie-Thérèse sourit. « Vous le méritez, Jean. De plus, j'ai le sentiment que vous en ferez bon usage. » Encore sous le choc, Jean prit la carte. Il était sur le point de partir quand sœur Marie-Thérèse l'arrêta. « Une dernière chose, Jean, dit-elle en lui tendant sa veste qu'il avait laissée dans le camion. N'oubliez pas ceci. » Jean la remercia et quitta le manoir, l'esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Il remonta dans son camion et reprit la route, se dirigeant vers Marseille et sa famille qui l'attendaient.
Ce n'est qu'à mi-chemin qu'il se souvint des pilules qu'il gardait habituellement dans la poche de sa veste. Il tendit la main pour les prendre, mais ses doigts rencontrèrent quelque chose d'inattendu. Intrigué, il s'arrêta sur le bas-côté et alluma la lumière intérieure. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une liasse de billets, accompagnée d'une note. « Le monde a besoin de plus d'hommes comme vous », disait le message. Les mains tremblantes, Jean compta l'argent. C'était une somme considérable, plus que suffisante pour subvenir aux besoins de sa famille jusqu'à son prochain voyage. Assis là, dans la cabine de son camion, Jean sentit les larmes lui monter aux yeux. Il repensa à tout ce qui s'était passé ces derniers mois, l'accident, la culpabilité, les difficultés financières. Et maintenant, ce geste de bonté inattendu d'une inconnue. Il pensa à Gérard, qui lui avait tendu la main quand il était jeune et perdu. Il pensa à sa femme Céline, qui l'avait soutenu à travers les moments les plus sombres. Il pensa à ses enfants, pour qui il s'efforçait chaque jour d'être un meilleur homme. Jean réalisa alors que cette nuit étrange était peut-être un tournant dans sa vie. Une seconde chance, une opportunité de recommencer à zéro. Il démarra le camion, déterminé à rentrer chez lui et à serrer sa famille dans ses bras. Demain, il appellerait l'avocat. Il accepterait le nouveau camion, non pas comme un cadeau, mais comme une responsabilité. Une chance de faire le bien, d'aider les autres comme on l'avait aidé. Alors que l'aube pointait à l'horizon, Jean Belrose roulait vers son avenir, le cœur rempli d'espoir et de gratitude. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il était prêt à l'affronter, fort de cette leçon inattendue sur la bonté et la compassion. Et quelque part, dans la nuit qui s'estompait, une mystérieuse religieuse souriait, sachant qu'elle avait changé une vie pour le mieux.